Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, la semaine cauchemardesque que vient de vivre l'écologie avec la fin des zones à faible émission, la réintroduction de certains néonicotinoïdes, un DPE épinglé par la Cour des comptes et une prime rénov' suspendue par le gouvernement. Comment expliquer ce grand retour en arrière ? Est-ce une victoire de la démagogie ou la défaite de l'écologie punitive ? On en débat avec nos invités. Proportionnelle, immigration ou même écologie, les sujets de tension ne manquent pas au sein du gouvernement. On en parlera avec un des très proches de François Bayrou, Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée. Il met en garde son propre camp contre les excès de démagogie. Enfin, on reviendra sur cette guerre asymétrique entre l'Ukraine et la Russie et ce coup de maître des services ukrainiens. Un tiers de la flotte de bombardiers russes décimée par des drones. Est-ce un tournant stratégique? L'Ukraine est-elle en train de réinventer la guerre moderne? Ce sera notre grand angle en fin d'émission. Voilà pour le sommaire, en route pour Ça vous regarde. Il a suffi de quelques jours pour défaire ce que l'Assemblée a pris près de 8 ans à bâtir. Mais ce retour de flamme ne vient pas de nulle part. Des bonnets rouges aux gilets jaunes, la remise en cause d'une certaine écologie ne date pas d'hier. Alors, l'écologie doit-elle se remettre en question? On en débat ce soir avec Lucie Brice-Mansincal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice d'études et de recherche au CREDOC et vous avez travaillé plus spécifiquement sur les ZFE, les zones à faible émission, dont on va parler évidemment dans cette émission. Sylvain Maillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Ensemble pour la République de Paris. Mathias Renaud, bonsoir. Bonsoir. Député Rassemblement National de la Somme. Enfin, Léa Balage-Elmariki, bonsoir. Bonsoir. Députée et porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée. Et tout d'abord, le récap de Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Et dans votre récap ce soir, une question et une alerte. Une alerte enlèvement, Clément. Où est passée l'écologie? C'est la question qu'ont posée à 24 heures d'intervalle deux responsables politiques dont, honnêtement, on n'attendait pas pareille concorde. Alors, la première, parfaitement dans son rôle de secrétaire national des écologistes, a estimé avant-hier que l'écologie venait de vivre une semaine noire. Quand l'écologie prend aussi cher qu'elle a pris la semaine dernière, c'est nous tous, nous toutes les victimes. Mais la seconde responsable, en revanche, était un peu plus inattendue, car elle est ministre de l'Environnement. Et pourtant, elle l'a dit, elle aussi, ce dimanche, elle en a gros sur la patate. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai honte. J'ai honte de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Alors, ce que condamne Agnès Pannier-Runacher, c'est la suppression des zones à faible émission qui a été votée ici même à l'Assemblée nationale. Mercredi dernier, 98 députés contre 51 se sont prononcés pour la suppression des fameuses ZFE qui prévoyaient d'exclure des centres-villes les véhicules les plus polluants. 98 parlementaires, parmi lesquels figuraient des élus du Rassemblement national, des Républicains, mais également de la France insoumise et même quelques macronistes. C'est une alliance de circonstances. On est dans une situation où, là encore, le cynisme le dispute au déni et je dirais à la lâcheté. Alors si la semaine a été difficile pour l'écologie, Bruno, ce n'est pas seulement en raison de la suppression des ZFE. Non, Clément, car en 10 jours, l'Assemblée nationale est également revenue sur 3 autres chantiers. Mercredi dernier, les députés ont décidé de remettre en cause le principe du zéro artificialisation nette qui devait freiner la bétonisation. 2, toute la semaine dernière, les parlementaires ont usé de tout un tas de stratagèmes pour tenter de faire adopter la loi Duplon qui prévoit, entre autres, de réintroduire les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Et 3, hier, ils ont renvoyé la validation du projet d'autoroute A69 devant une commission paritaire qui a toutes les chances de lui donner son aval. Au total, l'écologie a donc subi 4 revers en 10 jours, ce dont vous vous êtes réjoui, vous, Mathias Renaud. Ces 4 défaites de l'écologie punitive, ce sont 4 victoires politiques du Rassemblement national. Ce sont surtout 4 victoires pour les Français.
Enfin, j'ajoute à cela une toute dernière minute, car on l'a appris à 19h, le dispositif MaPrimeRénov', qui permet notamment la rénovation énergétique des bâtiments, a été suspendu par le gouvernement. Alors à la question où est passée l'écologie, la réponse est assez simple, elle est restée bloquée à Marseille, dans l'entre-deux tours de la présidentielle 2022. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Où l'on comprend, mon cher Clément, que les archives, c'est bon pour la mémoire, mais pas forcément pour l'environnement. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Sylvain Maillard, je commence par vous. Quand on réentend Emmanuel Macron, comme on vient de le voir là en 2022, quand on voit ce qui vient de se passer en quelques jours à peine, on a l'impression que c'est tout son bilan écologique qui vient d'être défait en quelques jours presque. Comment vous l'expliquez et comment vous le vivez ? C'est un peu plus compliqué que ce que je viens d'entendre par nom de résumer pour le député Ensemble pour la République que je suis. Toutes les décisions ne sont pas d'ailleurs, certains on les a combattues. Je ne suis pas évidemment sur la fin des zones à faible émission. Je suis totalement contre et j'ai voté contre comme l'immense majorité de mon groupe. Et pas tout votre groupe, hein, on est d'accord. Oui, non, mais quelques-uns, vous avez raison. Et une liberté de vote des députés, on n'a pas le vote obligatoire, impératif, c'est interdit, heureusement. Mais nous avons voté contre, évidemment. Nous voulons garder les zones à faible émission et en tout cas que les collectivités puissent s'en saisir, garder l'outil et faire en sorte que, moi qui suis député de Paris, qu'on puisse garder, entre autres, Paris en zone à faible émission, évidemment. Après d'autres décisions, la 69, c'est une autre décision. Par contre, là-dessus, nous voulons que le chantier se termine parce que nous voulons un développement économique du Tarn. Ça nous semble évident et c'est un projet qui est porté par l'ensemble, en tout cas une très forte majorité des élus et du monde économique du sud du Tarn. Sur les autres décisions, MaPrimeRénov', en réalité, l'ensemble des crédits prévus par l'enveloppe ont été quasiment consommés à la fin de cette période. Donc il faut qu'on s'interroge sur le dispositif. Il y a eu des fraudes massives. Le gouvernement travaille dessus et l'ensemble de ceux qui vérifient doivent travailler. Mais vous ne sentez pas que le fond de l'air a changé quand même sur cette thématique de l'écologie aujourd'hui ? Comment vous l'expliquez ? On a à l'Assemblée des oppositions qui se sont mis, on va pouvoir en parler, le Rassemblement national, les LR, la SUC ont été contre ça, et la France Insoumise qui ont décidé de voter contre les ZFE. C'est ça la réalité, c'est pas nous qui avons voulu, c'est eux. Mathias Renaud, vous parlez d'une victoire politique contre l'écologie punitive. Est-ce que ce n'est pas un mot facile, écologie punitive, pour rejeter toutes les formes d'écologie ? Non, l'écologie punitive, ça désigne une écologie qui est bureaucratique, qui est normative et qui touche en premier lieu la France d'en bas. Donc effectivement, ça a été une victoire politique, ces 4 dossiers que vous avez évoqués, donc notamment les ZFE qui étaient attendus par des millions de personnes, parce qu'au 1er janvier, avant le 1er janvier, les Français ne savaient pas trop de quoi il s'agissait. Bon, le 1er janvier, ça commençait à être assez concret. Donc là, les gens s'y ont intéressés. 80% des Français sont contre les ZFE. Et j'ai envie de dire, pour une fois, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale se sont comportés comme ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être tout le temps, c'est-à-dire des représentants du peuple. Ils ont porté l'aspiration populaire. Ça a été aussi le cas sur la loi ZAN, zéro artificialisation nette, voilà, qui empêche en particulier les petites communes rurales de pouvoir faire un développement économique. Ce n'est pas seulement de la bétonisation, parce que le développement économique, l'offre de logements, la réindustrialisation, tout ça peut se faire de manière raisonnée, mais à condition qu'on laisse la liberté aux maires, et en particulier aux petits maires ruraux qui nous font tous remonter dans nos circonscriptions rurales leurs problématiques avec la loi ZAN. Léa Balazs-Mariki, j'imagine que vous êtes en colère avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et en même temps, je vous pose quand même cette question. Vous n'allez pas l'aimer, hein, mais est-ce que vous, les écologistes, vous n'êtes pas aussi quelque part... est-ce que vous ne devez pas faire votre examen de conscience sur cette écologie qui n'est pas populaire aujourd'hui, qu'elle soit portée par le gouvernement ou par vous lors des élections ? Alors, moi, je veux bien prendre l'ensemble des responsabilités, mais pas seul. Je crois que le gouvernement et les macronistes ont une immense responsabilité, celle d'avoir mis en place des dispositifs sans justice sociale. On parle des ZFE, quand on n'a pas les moyens pour les collectivités territoriales d'accompagner les ménages à la transition de leurs véhicules, à la transition aussi des modes de transport, eh bien on a une écologie qui est devenue punitive. Mais alors vous prétendez défendre les classes populaires, mais excusez-moi, avec la fin des ZFE, vous les condamnez. Quand on a des gamins à Lyon, c'est 400 bébés en 2 ans
qui naissent avec des poids qui sont bien trop faibles pour avoir des premiers jours de vie de bonne qualité. Eh bien, moi, je ne peux pas regarder ces familles et leur dire que bien, nous ne faisons rien contre la pollution de l'air. La pollution de l'air, elle vient principalement des transports, principalement de la voiture. Vous ne proposez rien pour ces personnes. Vous ne proposez rien pour les personnes qui vivent au bord du périph', au bord des rocades, pour les personnes qui travaillent sur ces chantiers extrêmement exposés à la pollution de l'air. Et vous le dites et vous prétendez les défendre. Donc arrêtez avec votre hypocrisie. Vous ne souhaitez pas défendre la France d'en bas. Vous avez souhaité défendre les lobbies de l'automobile. Et je le dis très tranquillement, ma famille vit de l'industrie de l'automobile depuis 4 générations. On va en parler, des ZFE plus en détail dans un instant, mais sur cette question quand même d'une écologie populaire, celle que vous portez, vous, au sein de votre parti, elle ne remporte pas les élections non plus. Alors, alors, elle remporte les élections locales. En 2020, nous avons fait un programme extrêmement écologique en disant que nous allions faire la transition des mobilités, en disant également que nous allions apporter une meilleure alimentation, la protection des terres agricoles. Et nous avons remporté des villes avec ce programme. Donc je crois que nous gagnons les élections sur ces propositions parce qu'elles sont portées avec des mesures de justice sociale. L'écologie, c'est toujours de la justice sociale avec la nécessité d'adapter nos villes, nos villages aux défis climatiques auxquels nous faisons toutes et tous face, vous y compris. Lucie Brice-Mansincal, quel regard la chercheuse porte sur ce qui s'est passé là en très peu de temps sur cette thématique-là? Alors, ce qu'on observe au niveau de la société française, c'est qu'il y a quand même un fond de sensibilité environnementale, une intention portée à ces thématiques. Mais en ce moment, il y a une tonne d'autres préoccupations pour les Français qui rentrent un petit peu en conflit avec ces préoccupations environnementales. Donc, on les a interrogés sur les ZFE majoritairement en première intention, sans vraiment savoir ce que ça recoupait. Les Français étaient favorables. Et plus on descend dans le détail et plus dans l'application, plus les regards étaient mitigés. Ce qu'on voit dans nos enquêtes, c'est plutôt 2 tiers de gens mitigés sur les ZFE parce que d'un côté, il y a des préoccupations en matière de santé et notamment des préoccupations pour les personnes qui ont des familles, qui ont des enfants. Et sur l'écologie en général, on a l'impression que globalement, les gens ils sont forcément pour protéger l'environnement, améliorer même leur santé. Et puis dès qu'on rentre dans le concret, tout de suite, c'est plus compliqué. C'est ça le... Alors, il y a l'entrée santé, effectivement. Il y a l'entrée santé qui est très importante pour les Français. Et il y a aussi l'entrée application concrète et locale où en fait, on observe une plus grande adhésion dès lors qu'il y a des dispositifs mis en place pour accompagner cette transition. Et ce qu'on remarque dans nos enquêtes, c'est qu'il y a une très forte sensibilité à l'idée de justice, effectivement, et d'inégalité. Et donc, toute avancée écologique pour être acceptée par les Français, nécessite de prendre en compte cette question et d'avoir un dispositif concret d'accompagnement. Alors, on avait envie ce soir d'avoir aussi le point de vue d'un des membres de la Convention citoyenne sur le climat, un de ces 150 citoyens qui ont été tirés au sort et qui ont travaillé pendant 8 mois pour élaborer une série de propositions. Bonsoir Grégoire Frati, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait partie de cette Convention citoyenne. Quel regard est-ce que vous portez sur ce détricotage, on va dire, d'une grande partie des mesures écologiques qui ont été prises ces dernières années ? C'est un peu une sensation de gueule de bois. On s'attendait à mieux comme anniversaire pour les 5 ans de la Convention citoyenne pour le climat. Avec la loi Climat Résilience, on avait posé le cadre d'une des plus grandes lois environnementales de l'histoire législative française. Artificialisation, ZFE, éducation à l'environnement, rénovation thermique, réglementation, DSUV, l'aérien. Et tout ça dans un esprit de justice sociale. À l'époque, nous allions même pour certains à gauche pas assez loin. Et aujourd'hui, force est de constater que ce sont parfois les mêmes qui détricotent nos propositions. Alors le vrai greenwashing aujourd'hui pour nous, c'est plus dans les bilans RSE qu'on le trouve, c'est dans ces reculs réglementaires qu'on maquille en pragmatisme pour satisfaire au populisme ambiant. Donc franchement aujourd'hui, on est vraiment, je pense, déçus. On se dit que le politique ne joue pas son rôle et n'a pas cette ambition du temps long qu'on doit avoir pour la transition environnementale. Et pendant ce temps-là, parce qu'il faut rester optimiste, on a quand même 150 grandes entreprises européennes qui appellent à viser moins 90% d'émissions d'ici 2040. On a des milliers de dirigeants qui s'engagent dans la Convention des entreprises pour le climat, pour Gen Act. Donc en fait, c'est le courage politique qui manque parce que les actes, ils sont faits, ils sont là. Les gens veulent bouger, veulent qu'on s'engage. Et aujourd'hui, de ce qu'on peut voir, le politique ne sait pas prendre les choses en main et recule sur toutes les petites avancées que nous avions eues il y a quelques années. Par exemple, vous aviez fixé comme objectif la rénovation thermique de 20 millions de logements d'ici à 2030. Or, ce soir, on a appris donc MaPrimeRénov', qui doit accompagner ces rénovations, elle est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il y a eu trop de demandes par rapport au budget prévu. Il y a aussi trop de fraude. Ça vous inspire quoi ?
Ça m'inspire qu'en fait, déjà, nous avions posé des ambitions qui étaient fortes, 20 millions de logements. La réponse du gouvernement à l'époque n'avait pas été forcément à la hauteur. On nous avait proposé des rénovations avec MaPrimeRénov' sur quelques millions de logements. Et même cette avancée, qui était quand même malgré tout une avancée, on arrive aujourd'hui à se dire que non, on arrête ce dispositif pour aider les Français. Parce qu'encore une fois, c'est des dispositifs pour aider les Français à rénover leur logement, à vivre dans des logements sains, dans des logements où on ne souffre pas de beaucoup de choses, et pour faire économiser aussi de l'argent aux Français. Et même sur ça, on arrive à avoir un recul politique. Donc, moi, je me demande où se trouve la logique environnementale, où se trouve la logique de justice sociale. Et aujourd'hui, je regarde, moi, l'ensemble de la classe politique et je ne fais aucun discernement entre tous. Je me dis, prenez vos responsabilités, écoutez les citoyens qui vous ont demandé, il y a quelques années, d'être ambitieux, d'imaginer le temps long, et maintenant, prenez les choses en main. Merci beaucoup, Grégoire Frati, d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes interpellés tous les trois députés ici. Peut-être vous, Sylvain Maillard, vous avez été, vous, votre parti, votre famille politique a été au pouvoir ces dernières années. Qu'est-ce que vous répondez à cette interpellation sur le manque de moyens pour accompagner socialement cette transition écologique qui est forcément compliquée et douloureuse? Moi, j'entends ce qu'il dit sur le temps long, il a raison. Oui, c'est difficile et c'est vrai que le monde politique est trop dans le temps court et nous ne sommes pas assez dans le temps long. Ça, là-dessus, il a tout à fait raison. Sur les différents dispositifs, il faut aussi voir que certains dispositifs, je prends MaPrimeRénov', probablement, il faut le calibrer différemment. Ça ne veut pas dire qu'on perd l'ambition d'accompagner les ménages les plus modestes dans la rénovation, mais probablement, il faut aussi faire en sorte que l'argent investi, il y a beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent public, et peut-être parfois des résultats un peu plus probants sur la qualité de vie et sur les logements. Il y a eu beaucoup de difficultés dans l'application de MaPrimeRénov'. Regardons ce mais sur l'ambition budgétaire, c'est une question d'argent, de priorité. Zones à faible émission, une fois de plus, je vous l'ai dit, moi, nous y sommes évidemment favorables, toujours favorables. On a perdu un vote parce que la France Insoumise et le Rassemblement National se sont unis. Et sur la zone... ZAN, les zones d'artificialisation nette, nous on garde le même objectif qui a toujours été le nôtre. D'abord, c'est zéro artificialisation nette, c'est tout à fait faux. On ralentit le rythme d'artificialisation. Mais ce qu'on veut, c'est trouver évidemment un équilibre. Il faut faire en sorte d'adapter notre pays à un climat qui va être de plus en plus difficile. Nous-mêmes, dans la vie, on est 2 à être élus de Paris. On travaille sur des scénarios, une ville à 50 degrés. C'est ça l'avenir. Donc il faut évidemment faire évoluer et travailler et accélérer. Mathias Renaud, votre parti, le Rassemblement national, on ne l'a pas forcément entendu sur cette thématique de l'accompagnement social de la transition. Vous n'avez pas cherché à améliorer, à ajuster les dispositifs, vous avez juste voulu les supprimer. Déjà, effectivement, notre priorité, c'est de supprimer des dispositifs qu'on considère comme liberticides et comme ayant un impact absolument délétère sur l'activité économique et sur le pouvoir d'achat d'un certain nombre de nos concitoyens. Vous faites quoi de la santé? Donc ça, c'est une chose. Sur la santé, vous avez parlé de pollution tout à l'heure. Oui. Nous, on ne fait pas confiance aux normes. Il y a des fonctionnaires, il y a des élus qui vont dire... Vous faites pas confiance dans la science? Non, madame. Au contraire. Au contraire. Au contraire, on fait confiance dans la science, on fait confiance dans l'innovation technologique. Et s'agissant des ZFE qui n'ont pas été mises en place, qui ne sont pas contrôlées. Donc quand on nous dit la pollution dans les grandes villes, c'est grâce aux ZFE, ça n'est pas vrai, parce que les ZFE ne sont pas encore en place. Et c'est dû à un facteur qui est le renouvellement naturel du parc automobile, qui a connu un certain nombre d'évolutions technologiques. Donc il faut faire confiance dans l'évolution technologique. Mais par exemple, quand on avance ce chiffre de 50 000 morts prématurées tous les ans liés à la pollution de l'air, aux particules fines et au dioxyde d'azote, vous êtes d'accord sur ce diagnostic-là ? Écoutez, sur le diagnostic, oui. Sur les solutions à y apporter, effectivement, si la solution, c'est de faire une loi rigide, liberticide, en se disant que par la simple force de la loi, on va arriver à réguler le phénomène, la réponse est non. On fait confiance à la technologie. Le parc automobile est en train de se renouveler. Donc ça, qu'il y ait un accompagnement et une recherche supplémentaire pour avoir des véhicules plus propres, ça, il n'y a aucun problème. Et par ailleurs, sur l'accompagnement, on a parlé de MaPrimeRénov'. Il est évident qu'on ne peut pas, les pouvoirs publics ne peuvent pas, on n'a plus les moyens financiers d'aller faire du financement de l'intégralité des logements en France. Ça n'est pas possible, donc il faut cibler les dispositifs. Donc faire de l'accompagnement, oui, mais ça ne doit pas non plus être le tonneau des Danaïdes. On a une situation financière extrêmement compliquée, je crois qu'il faut être un tout petit peu responsable aussi financièrement. Léa Balagene-Mariki, sur cette interpellation que vous venez d'entendre de ce membre de la Convention citoyenne, on le sent vraiment dépité et en colère même. Mais je partage sa colère et son dépit.
Je crois qu'il a raison. Après, aucun parti ne trouve grâce à ses yeux, ça veut dire que vous non plus. Encore une fois, j'ai commencé en disant que les écologistes prennent aussi leurs responsabilités. Peut-être qu'on a mal expliqué nos positions politiques, mais je vois que dans les villes où nous avons accompagné la mise en place des ZFE, je pense notamment à la métropole de Lyon, eh bien, il y a une consultation citoyenne et les habitantes et les habitants y sont favorables. On a eu un accompagnement, la gratuité des transports, un investissement massif, alors que l'État était en train de réduire également les budgets alloués aux collectivités territoriales pour accompagner justement les ménages, pour les accompagner dans la mise en place de transports du quotidien qui soient sûrs, qui soient fiables, qui arrivent à l'heure, qui ne soient pas surchargés. Et ça, les collectivités territoriales le font avec de moins en moins de moyens de la part de l'État parce que dans la dernière mouture du budget que nous avons voté, nous avons notamment le fonds vert qui a été drastiquement réduit. Donc vous voyez, moi je prends notre responsabilité, bien sûr, en tant qu'écologiste, mais je sais aussi que quand on met en place des dispositifs comme les ZFE, mais qui étaient un peu ni FNAF, ni fait ni à faire à un moment donné, et que de l'autre côté, on a le Rassemblement national qui vraiment est le porte-voix des lobbies des pollueurs et de l'industrie automobile. 80% des Français sur les ZFE. Vous venez d'en faire la démonstration en nous expliquant que la solution allait venir des industries automobiles sans nous expliquer ni quand ni comment, et que la santé, c'est toujours dans le top 3 des préoccupations des Françaises et des Français. Moi, je crois que c'est ça. Et on doit... notre responsabilité, c'est de défendre la santé de toutes et tous, et notamment des plus fragiles qui subissent ces pollutions en plein cœur. D'un mot quand même, vous vous tournez vers le RN sur les ZFE, mais enfin, LFI a voté contre les ZFE. C'est-à-dire que... Mais je suis en colère aussi contre la France Insoumise. Pour la France Insoumise, il y a un vrai sujet aujourd'hui, un problème d'acceptation sociale pour les plus démunis. Mais je comprends cette difficulté parce qu'il n'y a pas eu assez d'accompagnement et de justice sociale dans la mise en place des ZFE. Ce qu'ont fait les écologistes dans cette loi qui a été examinée à l'Assemblée nationale, c'est de faire des propositions au gouvernement pour développer des budgets, développer ces modalités. Nous ne souhaitons pas la fin des ZFE en tant que telle. Et là, je pense que la France Insoumise s'est trompée, parce que nous ne reviendrons pas vers un dispositif qui protégera la santé des Françaises et des Français, parce que vous n'y arriverez pas et parce que vous vous y opposez de manière complètement dogmatique. Sylvain Maillard, vous voulez réagir? Il y a des choses très concrètes. Vous voyez, par exemple, dans les différents textes qu'on a vus, moi je portais un amendement en disant, je parle des grandes métropoles, mais par exemple sur Paris, on crée tout un réseau de nouvelles gares avec... vraiment un réseau incroyable qu'on est en train de construire de transport public. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à toutes les gares, les parkings autour des gares soient gratuits. Pourquoi? Pour l'intermodalité qui est essentielle. Quand vous habitez en grande banlieue, vous avez besoin de votre voiture. Ceux qui disent l'inverse n'ont jamais habité en grande banlieue, vous avez besoin de votre voiture. Et là-dessus, vous n'avez pas obtenu gain de cause. Mais il faut avoir le dernier kilomètre. Parce que nous, les voitures venir directement dans le centre de Paris, ce n'est plus possible. Donc ce qu'on veut, c'est que les parkings soient gratuits, qu'on puisse prendre les transports en public. C'est beaucoup moins cher, c'est plus rapide et c'est plus efficace. Parce que je voudrais juste terminer une chose. On a aussi, nous, des familles. On élève aussi nos enfants dans les centres-villes. Et nos enfants, finalement, au fond, ils n'ont pas à vivre au bord des autoroutes. Donc, ce que demandent les ruraux, et je l'entends, et ils ont raison de dire qu'ils ont besoin de leur voiture et qu'il faut les accompagner, mais il faut qu'ils entendent aussi que nous aussi, on a le droit à un air pur dans les grandes métropoles. Très vite, d'un mot, Lucie Brice-Mansincal, sur l'exemple que prenait Léa Balaj-Elmariki de Lyon. Elle dit, nous, les écologistes à Lyon, on a permis un accompagnement en douceur de la ZFE. Ça s'est bien passé? Vous l'avez constaté dans votre étude? On n'a pas forcément de données à ce niveau très local. Nous, on a testé la mesure d'acceptation en général. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui étaient le plus opposés aux ZFE, c'était ceux qui n'avaient pas justement de moyens de substitution, ceux qui n'avaient pas de d'arrêt de transport en commun à côté, plus même que les ruraux, en fait. Bien sûr. Donc, c'est vraiment cette question de l'alternative. Et on avait un certain nombre de personnes qui disaient ne pas savoir ce qu'elles allaient faire si elles devaient circuler dans les grandes villes. Elles n'étaient même pas sûres que leur véhicule soit concernés ou non. Donc il y avait une incertitude au sein de la population qui est source d'anxiété et de rejet.
On va se pencher sur une autre mesure qui suscite la colère de beaucoup de propriétaires de biens immobiliers, la mise en place du DPE, le diagnostic performance énergétique, et son corollaire, l'interdiction de louer les logements qui sont les plus mal isolés. C'est passé un peu plus inaperçu parmi toutes ces nouvelles pendant ces derniers jours, mais cette semaine, la Cour des comptes a étrillé cette réforme. Les explications de Dario Borgogno. Le diagnostic de performance énergétique dit DPE dans le viseur de la Cour des comptes. Si l'institution reconnaît son utilité, elle fait un constat au vitriol sur son application et son impact. Les conséquences n'ont pas été clairement mesurées, notamment en termes de risque d'éviction, même temporaire, de logement du parc locatif. Pour rappel, le DPE évalue la performance énergétique d'un logement, avec un système de notes de A, la meilleure, à G, la plus médiocre. Il se base sur de nombreux paramètres comme l'isolation ou le chauffage. L'État l'a rendu obligatoire afin de réguler les passoires thermiques. Ainsi, depuis cette année, les habitats G sont interdits à la location. Ceux NOTF le seront en 2028, les E en 2034. Des interdictions en pleine crise du marché de l'immobilier. Entre 2021 et 2023, c'est 33% en moins de logements classés F et G. Tous ces biens qui sont énergivores, qui sont consommateurs d'énergie, eh bien, c'est autant de biens qui viennent appauvrir, assécher le stock de logements en France. On voit et on compte en près de 5 à 6 millions en fait, de logements qui sont concernés par ces passoires. Des diagnostics en plus peu fiables. Le rapport pointe 70% d'anomalies du côté des entreprises chargées de ces évaluations. Fraude, manipulation, approximation. La ministre du Logement s'est emparée du sujet. Elle réclame une tolérance zéro sur ces diagnostics de complaisance. Sylvain Maillard, quand vous voyez ces critiques de la Cour des comptes sur des diagnostics pas forcément fiables, des diagnostiqueurs qui sont parfois en conflit d'intérêts, et puis surtout sur cet impact sur le marché locatif qui est déjà très tendu, avec des biens qui du coup ne peuvent plus être loués, est-ce que vous ne dites pas que le législateur n'a peut-être pas fait tout à fait son travail à l'époque? Là-dessus, on rencontre plein de personnes qui passent leur temps à nous dire que le DPE ne fonctionne pas. Ça, mais vous avez fait une étude d'impact. Si on voit que ça fonctionne. Vous avez fait une étude d'impact à l'époque pour savoir quel impact ça allait avoir sur le marché locatif. Vous savez, ici à l'Assemblée nationale, on fait des choses très belles, et puis il y a d'autres choses sur lesquelles il y a des décrets d'application, une modalité. Nous, on est là ici pour porter des principes et puis sur des modalités d'application sur lesquelles ça ne fonctionne pas. Et moi, quand ça ne fonctionne pas, il faut le dire. Mais vous êtes député, tous les députés ici ont pour mission d'évaluer les lois aussi. Exactement, et sur les DPE, nous sommes tous, comme moi, beaucoup de remontées, non, ça ne fonctionne pas. Et tout ce qui a été dit, je crois, est tout à fait juste. Là-dessus, on a eu l'occasion d'en saisir avant même... D'ailleurs, Valérie Létard, les différents ministres du budget, du logement, j'en ai deux en tête sur lesquels on les a saisis, on dit il faut qu'on avance dessus. On voit bien qu'il y a un stress très fort à partir de l'interdiction dès 2025 de location de logements, alors qu'on cherche des logements partout. Comment on fait pour adapter? On voit qu'il y a un calcul qui a été refait sur les petites surfaces, un peu au dernier moment, parce qu'on s'est rendu compte que le calcul à l'origine ne fonctionnait pas. Moi, je pense qu'il faut dire très clairement, quand ça ne fonctionne pas, ou ce n'est pas parfaitement adapté à la situation, il faut revenir dessus. Par contre, le principe de faire évidemment d'améliorer les logements, je crois que c'est un principe cardinal sur lequel il faut rester ancré et avec un calendrier, parce que si vous n'avez pas de calendrier, on n'arrive pas à faire évoluer rapidement les logements. Léa Balage, le principe de ce DPE, pour vous, il était bon, la logique d'interdire, de mettre en location les logements qui sont des passoires thermiques, c'est la bonne logique pour vous? Pour avoir une rénovation de ces logements, bien sûr. On parle de performance énergétique, mais moi je voudrais revenir au concret, ce que vivent les gens quand ils vivent dans ces logements, qui peuvent l'hiver comporter des moisissures parce qu'ils vont être trop humides, parce qu'ils n'arrivent pas à bien les chauffer. Et donc ces moisissures, elles provoquent des maladies, des gamins qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes respiratoires. Et quand on les voit en détresse respiratoire et qu'on nous dit c'est parce que mon logement est plein de moisissures et que je n'arrive pas à m'en sortir parce que mon propriétaire ne souhaite pas faire la rénovation, c'est un problème de santé. Quand on a des gens qui payent des factures de plusieurs milliers d'euros pour chauffer ces logements, et bien là aussi c'est un problème de pouvoir d'achat. Donc c'est pas simplement une performance énergétique, c'est la vie concrète des gens. Et donc il faut sortir du marché des logements qui ne sont pas dignes
Personne ici ne souhaiterait habiter dans une passoire ou une bouilloire thermique parce qu'à Paris, quand il fait 50 degrés et qu'on habite dans un logement où on ne peut pas, on suffoque l'été, c'est insupportable aussi. Donc il faut pouvoir les rénover. S'il y a des fraudes, il faut pouvoir changer le dispositif, mais c'est essentiel et c'est de la dignité aussi qu'on doit à ces personnes qui les occupent. Mathias Renaud, vous êtes dans quelle logique au Rassemblement national sur cet enjeu-là de la rénovation thermique des logements C'est très clair sur les DPE. Ça fait plusieurs années qu'on demande la suppression des DPE. Mais vous proposez quoi ? Là, je me réjouis que le bloc central, quelque part, ouvre la discussion, parce que ça veut dire qu'au Parlement, une majorité est possible et sans doute trouvable là, à l'Assemblée. On ne veut pas les supprimer, on veut refaire le calcul, on veut garder la trajectoire. On veut garder la trajectoire. Les DPE, c'est 400 000 logements qui sont sortis du marché au 1er janvier. À terme, c'est 5 millions potentiellement de logements qui sont concernés en pleine crise du logement. Le secteur du logement a besoin d'un choc d'offres et de simplification. Et sur la rénovation thermique des logements, que proposez-vous ? Écoutez, sur les logements neufs, il fait chaud l'été et froid l'hiver, qu'on ne peut pas chauffer. Madame, j'y ai habité pendant des années dans un immeuble haussmannien. Exactement, vous savez bien que c'est insupportable quand il y a de la moisissure sur les murs, quand on ne peut pas se chauffer l'hiver parce qu'on a des grippins et que les fenêtres sont pas rénovées. Je crois qu'il ne faut pas mettre tous les logements dans le même sac. Dans les 5 millions de logements qui sont visés par le DPE, c'est absolument pas des logements insalubres dans leur intégralité. Donc pour vous, ce n'est pas l'urgence du moment, la rénovation thermique. Si je vous comprends bien, l'urgence du moment, c'est faire un choc d'offres sur le secteur du logement, en simplifiant au maximum les normes. Donc vous ne proposez rien dans ce domaine-là On propose un choc d'offres sur le secteur du logement. Là, je crois que c'est vraiment l'urgence du moment. J'aimerais qu'on aborde une question à présent, c'est est-ce qu'on a les moyens de mener cette transition écologique ? Parce que quand on résume un peu ces débats-là, il faut des moyens pour accompagner cette transition-là. Sauf qu'on a 40 milliards d'économies à trouver pour l'année prochaine. On a un budget de l'écologie qui a été empiété de 14% déjà cette année. Des aides à l'achat de voitures électriques qui ont baissé de 60% cette année, le montant global des aides. Un fonds vert que vous évoquiez qui doit aider les collectivités locales à mener cette transition écologique qui a été réduit de moitié. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste en détail, mais on a l'impression en fait qu'on n'a plus les moyens de nos ambitions. Bien sûr qu'il faut conserver cette ambition. Il faut pouvoir mobiliser des crédits et puis prioriser ce qui marche et faire en sorte que ce soit acceptable par les uns et les autres. Mais en tout cas, la trajectoire, et moi je reprends ce qu'a dit tout à l'heure l'invité qui a participé à la Convention citoyenne, il faut garder l'ambition. Nous avons besoin d'assurer notre transition écologique. C'est-à-dire que vous êtes contre les baisses budgétaires qui ont été actées cette année et qui se profilent sans doute pour l'année prochaine dans ce domaine-là ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, dans la politique en général, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire une mesure, il faut combien on met d'argent dessus. Comment on fait pour faire en sorte que les ambitions que nous avons puissent être optimales et consommer le moins d'argent public possible. Donc cette transition, parce que oui, il y a moins d'argent. Elle peut se faire sans cet accompagnement social. Il y a de l'argent privé, il y a de l'argent public, il y a des incitations à mener, mais de faire en sorte que de garder la trajectoire dans laquelle nous sommes. Votre regard à vous sur cette tension budgétaire face à ces enjeux de transition écologique ? Peut-être Léa Balage, d'un mot. Alors il y a un principe qui est très simple. Celui qui pollue paye la réparation due à cette pollution. Et donc c'est la taxation des entreprises qui polluent le plus, la taxation des super profits de ces entreprises et aussi des plus hauts patrimoines qui polluent le plus. C'est ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale avec la taxe du CMAD, 15 milliards d'euros. Ça permet aussi de financer cette transition. Mathias Renaud, sur cet enjeu-là, les moyens budgétaires consacrés à la transition écologique au RN ? Je crois qu'il faut investir au bon endroit. La France est un très bon élève du climat. On représente, nous, 1% du total des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et c'est grâce à 1,5% avec les émissions importées, donc ce qui est très faible. Il faut investir dans les énergies propres, en particulier le nucléaire. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Savourgarde. Notre invité à présent est un proche de François Bayrou, ancien ministre, désormais président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée. Bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir. On vous reçoit alors que François Bayrou vient d'échapper à une nouvelle motion de censure aujourd'hui et que les tensions se multiplient un peu au sein de ce qu'on appelle le socle commun. C'est donc cet attelage entre la droite et les trois familles du bloc macroniste. On revient plus en détail sur les faits avec Marco Pommier. Si on vous invite, Marc Fesneau, c'est parce que vous soutenez un gouvernement qui ne tient qu'à un fil, avec un Premier ministre funambule, régulièrement menacé par ses opposants d'être censuré. Nous ne vous laisserons pas piétiner l'Assemblée nationale et nous déposerons une motion de censure contre ce gouvernement.
François Bayrou ferait bien de changer de méthode, sinon il serait un candidat sérieux à la censure. Les rouages du jeu politique et parlementaire, vous les maîtrisez bien, Marc Fesneau. Vous, l'ancien ministre des Relations avec le Parlement, ancien ministre de l'Agriculture numéro 2 du MoDem et très proche de François Bayrou. Mais ce Premier ministre peut-il durer dans le temps ? Alors qu'il s'apprête à ouvrir le chantier du budget ô combien sensible, lui qui cherche à faire 40 milliards d'euros d'économies et qui demande des efforts à tous les Français sans exception. Confronté aussi à un socle commun souvent désuni, avec un ministre de l'Intérieur qui menace de claquer la porte s'il ne renonce pas à la proportionnelle. Pensons que le scrutin proportionnel aboutirait à une assemblée ingouvernable. Jamais je ne porterai ce type de réforme. Bruno Retailleau montre les muscles, tout comme Gabriel Attal, Gérald Darmanin ou Édouard Philippe, qui rivalisent d'idées sur les sujets régaliens. Interdiction du voile pour les moins de 15 ans, peine plancher, condamnation sans sursis pour les agressions contre un représentant de l'État. Des mesures, mais surtout une trahison de l'esprit macroniste selon vous. On en vient à porter les discours, les thèses, les propositions de la droite, voire de l'extrême droite. Mais ce n'est pas ça le centre, ce n'est pas l'aventure que nous avons voulu construire avec Emmanuel Macron en 2017. Une surenchère que vous expliquez par les intérêts personnels. Les appétits pour 2027 s'aiguisent. Alors dans ce contexte, comment le Premier ministre peut-il tenir ses troupes et son cap ? Marc Fesneau, à vous la parole. Bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir. Ça en fait des sujets de tension, des désaccords politiques, des intérêts qui divergent dans ce socle commun. Ça vous inquiète ? Non, ceci dit, il faut être vigilant. Alors rappelons quand même qu'il y a un an, et c'est l'histoire que nous avons vécue depuis 2017, un certain nombre d'entre ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, ou d'entre ceux avec qui on partage ce qu'on appelle le socle commun, étaient dans notre opposition. Je pense aux Républicains en particulier. C'est pas facile de faire un mouvement comme celui que nous avons fait, c'est-à-dire d'accepter collectivement de rentrer dans le même gouvernement et d'essayer au fond de partager une politique collective. À l'époque du temps de Michel Barnier, j'avais dit que, alors ça n'a pas été fait, peut-être qu'on peut le regretter, mais j'avais dit que ça serait bien d'indiquer ce sur quoi nous étions d'accord, ce sur quoi nous n'étions pas d'accord, comment nous gérions nos désaccords pour essayer d'avancer. Parce que pourquoi nous avons fait cet effort collectif ? C'est un effort pour les LR, c'est un effort pour nous. Mais nous l'avons fait parce que nous avons considéré que notre groupe, le collectif que nous pouvions former, portait en germe une forme de stabilité et des perspectives qui permettaient au pays de pouvoir être gouverné dans des conditions qui soient acceptables. Et c'est à cet effort-là qu'il faut essayer de s'astreindre. Alors, si vous aviez fait cet effort, peut-être qu'on n'aurait pas mis le sujet qui fâche sur la table en ce moment dans le socle commun, à savoir le passage à un scrutin proportionnel aux législatives. François Bayrou a l'air déterminé à lancer ce chantier-là. Ça s'annonce un peu comme un crash test, si on a bien compris, pour ce socle commun. Est-ce que pour vous, c'est le moment ? Il faut y aller maintenant ? Alors, ça fait trop longtemps. Je rappelle que Nicolas Sarkozy d'abord, puis François Hollande, puis Emmanuel Macron à 2 reprises, tous ces présidents de la République qui ont été élus, avaient promis la proportionnelle. Et à chaque fois, on se retrouve dans la situation de dire c'est trop tôt ou c'est trop tard. Donc là, c'est le bon moment. Qu'on puisse avoir un débat là-dessus à un moment et que l'Assemblée puisse trancher cette question-là ne me paraît pas malsain. C'est pas un sujet de préoccupation immédiat des Français. Mais nous avons besoin d'essayer de construire une démocratie qui fonctionne mieux. Il faut y aller au risque de provoquer la démission de Bruno Retailleau, comme il menace de le faire. Que j'ai vécu avec Michel Barnier et désormais avec François Bayrou un certain nombre de gens qui disaient si vous augmentez ça, si vous ne baissez pas ça, si vous ne faites pas ceci ou pas cela, c'est des lignes rouges et on démissionnera. C'est pas la première fois. Michel Barnier lui-même dit ça va être un problème très sérieux, ce sont ses mots, si François Bayrou fait passer cette réforme. C'est un élément constitutif de ce que nous avons partagé avec le président de la République, avec En Marche d'abord, puis désormais Renaissance, et les autres groupes, que nous ayons un débat à l'Assemblée. Horizon ? Enfin, j'allais vous poser la question d'après, parce qu'Horizon est contre. J'ai tout à fait entendu ce qu'a dit Édouard Philippe. Édouard Philippe a dit qu'il était prêt au débat, que ce n'était pas inintéressant d'avoir ce débat-là, et il a dit qu'il était contre. Vous savez ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la démocratie parlementaire. Il arrive parfois que les Républicains, il arrive parfois peut-être que nous portions des textes avec lesquels les autres ne sont pas en accord. Acceptons peut-être le principe du débat républicain. Je ne dis pas qu'il faut voter parce que nous serions dans le même socle. D'ailleurs, finalement, dans un certain nombre de textes, on a bien vu que, par exemple, sur les zones à faible émission, nous n'avions pas les mêmes positions entre les Républicains et ce que nous portions, par exemple, chez les démocrates. Il y a une majorité à l'Assemblée aujourd'hui sur la proportionnelle pour vous ? Il y a une double majorité, me semble-t-il. Il y a d'abord une majorité de Français, parce que quand on les interroge, même si je ne prétends pas que ce soit leur sujet premier de préoccupation, disent très très majoritairement qu'ils souhaitent plus de proportionnel.
Et deux, je pense qu'à l'Assemblée peut se dégager une majorité. Alors on ne part pas tous du même point de vue, mais il me semble qu'on peut dégager une majorité sur ce sujet-là. C'est pour ça que ça mérite quand même qu'il y ait un débat. Je rappelle que même au Sénat... Vous y croyez au Sénat? Non, attendez. Même au Sénat, il y a eu une proposition de résolution qui a porté l'idée d'une proportionnelle à l'Assemblée nationale. Après, il est de coutume que les débats de mode de scrutin, quand ça intéresse le Sénat, il n'y a que le Sénat qui en délibère, et quand ça intéresse l'Assemblée, il n'y a que l'Assemblée qui en délibère. Essayons quand même, sur un certain nombre de sujets, de dépassionner les choses. On ne part pas du même point de vue. Bon, si on n'est pas capable de débattre entre nous, je crois qu'on ferait une erreur. Donc on y va, on en débat. Proposition de loi à la rentrée en septembre, c'est ce qui se profile? Je ne crois pas que le Premier ministre ait encore arbitré les choses. En tout cas, le calendrier me paraît plutôt ressembler à celui-là et pas avant. Il y a un certain nombre de textes. Le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, commence à travailler sur ce qu'on va faire d'ici le 15 juillet ou autour du 15 juillet. Il y a un certain nombre de textes qui ont besoin d'avancer. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais on a quand même un problème d'embouteillage à l'Assemblée nationale. Ne rajoutons pas à l'embouteillage, mais au fond, la rentrée 2025 me paraît assez raisonnable. Il y a une autre ligne de fracture dans ce socle commun, c'est la question de l'immigration, avec deux visions qui s'opposent. Celle de Bruno Retailleau, qui martèle que l'immigration n'est pas une chance. Et puis, du côté du bloc macroniste, on plaide pour une immigration choisie qui réponde aux besoins de l'économie. Est-ce que là aussi, il n'est pas temps de trancher les choses? Je répète ce que je vous disais au début de notre conversation, de notre échange. Il y a des sujets qu'on peut trancher tout de suite, désormais. Il y a des textes de loi, saluons le travail qui a été fait sur le narcotrafic, d'ailleurs par les deux ministres, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Il y a des choses, on sait bien qu'on a un sujet sur les obligations de quitter le territoire français. Il y a un mal français aussi, c'est que nous en sommes à la 25e ou 28e loi, je crois que je suis même en dessous du compte, sur l'immigration. Et qu'au fond, de loi en loi, on donne le sentiment plutôt d'impuissance. Si déjà nous arrivions à faire appliquer la loi, c'est-à-dire que les gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle les OQTF, ça puisse être exécuté, c'est moins de 20%, autant que je me souvienne, qui sont exécutés, on donnerait peut-être un peu de crédit à la loi. Donc il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Mais déjà, il faut faire appliquer la loi. Parce que cette espèce de... Sur plein de sujets d'ailleurs, on fait une loi, on n'a pas eu le temps de l'évaluer, on a à peine eu le temps de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, on en fait une deuxième, puis on en fait une troisième, puis on en fait une quatrième. Ça n'est pas ça, légiférer. Légiférer, c'est faire des choses qu'on pense utiles, on peut se tromper, il y a des choses qui peuvent évoluer, on évalue et on corrige. Mais par ailleurs, sur des sujets, là, il y a des lignes de fracture sur les questions migratoires, il y a des sujets qui relèvent du domaine constitutionnel, comme vous le savez. Et là, pour le coup, c'est un débat présidentiel. Et il aura lieu, et les Français trancheront, dans un débat présidentiel qui va commencer dans 18 mois. Alors, il y a des fractures au sein du gouvernement. Il y a des tensions aussi dans la famille macroniste, on va dire. On a revu là, cette interview que vous avez faite à la Tribune du Dimanche il y a une dizaine de jours. Vous parlez de surenchère croissante sur les sujets régaliens, de démagogie ambiante toxique et de trahison du projet d'Emmanuel Macron. Vous visez qui? Vous visez quoi? Personne en particulier, je crois. D'abord, il faut qu'on accepte qu'au sein d'un bloc comme celui que nous avons constitué, nous exercions notre liberté de ton et notre liberté de parole. François Bayrou avait dit il y a très longtemps, mais désormais, il y a plus presque un quart de siècle, si on pense toute la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien. On a le droit d'avoir des lignes, et le mouvement démocrate, depuis 2017, il a parfois fait entendre une voix qui était différente. Deuxième élément, je ne vise personne parce que nous sommes dans un moment politique, alors pas qu'en France, mais dans plein de pays, où c'est la démagogie et le populisme qui poussent. Et qui incite parfois chacun d'entre nous à pousser derrière, à suivre d'ailleurs, parce qu'on ne pousse pas nous-mêmes, heureusement d'ailleurs, mais enfin on suit et c'est pas mieux de suivre. Et donc ce que j'ai voulu dire, c'est de dire, attention, ce que nous avons défendu en 2017 puis en 2022, c'était pas ce projet-là, qui est un projet qui, je trouve, trop souvent dans le débat public, est un projet qui fracture l'opinion, qui divise les Français et qui ne vient pas servir un objectif qui est qu'est-ce qu'on construit pour les gens qui ont des sujets de pouvoir d'achat, qui ont des sujets de santé, qui ont des sujets d'éducation, et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à trouver le chemin d'une réconciliation du pays. Et je trouve qu'il y en a assez d'avoir des thèmes qui ne sont que des thèmes de fracturation du pays. Alors je sais que l'Assemblée nationale est fracturée et se délecte un peu de cette fracturation. J'ai des questions quand même sur cette surenchère démagogique. Il me semble, je finis juste ma phrase, il me semble que c'est important que nous veillions dans ce pays qui est en tension, reconnaissons-le, avec différents épisodes qui l'ont mis en tension, extérieurs ou intérieurs, que nous fassions en sorte d'essayer de poser les sujets tels qu'ils sont et plutôt en les dépassionnant. Il y a 2 ans, le MoDem s'est opposé à la proposition de loi Horizon qui voulait instaurer des peines minimales pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre en état de récidive. Hier, François Bayrou a proposé la même chose, même sans la récidive. Il veut des peines minimales à la suite des incidents, des affrontements de ce week-end. Est-ce qu'il est dans une surenchère démagogique, François Bayrou? Non, mais d'abord, il n'a pas évoqué la récidive, mais il me semble que c'est un élément, et je crois que c'était l'idée, effectivement, qu'avait porté le groupe Horizon. Je me défie toujours des lois
ou des propositions ou des projets de loi qui sont sous le coup de ce qu'est l'actualité. Mais reconnaissons que nous avons besoin de faire évoluer la loi, parce que nous voyons bien, parce qu'on a depuis 2 ans constaté quoi? C'est que ceux qui se rendaient coupables des actes que nous avons vus le week-end dernier, à l'issue de ce qui aurait dû être simplement une fête, étaient peu enclins à être condamnés par la justice. Et nous avons donc un problème dans l'arsenal judiciaire, parce que c'est des phénomènes qui ne sont pas complètement nouveaux, reconnaissons-le, mais des phénomènes qui s'amplifient. Toutes les fêtes sont l'occasion maintenant de casser la fête, de casser et de gâcher la fête. Et donc, peut-être qu'on peut essayer de travailler sur cette question-là, mais pas forcément en termes de généralisation, c'était aussi le sujet que nous avions, et puis on peut avoir un débat entre nous pour essayer de trouver le dispositif. Donc le MoDem a évolué sur ce sujet. D'un autre mot, vous disiez là, dans cette interview, on en vient à porter les discours, les thèses, les propositions de la droite, voire de l'extrême droite, mais ce n'est pas ça le centre. Jusqu'à présent, il n'y avait que le RN et une partie de la droite qui parlaient de submersion migratoire. C'est plus le cas depuis que François Bayrou l'a fait. Bayrou avait dit une chose simple, alors on ne va pas refaire l'exégèse, il avait dit il y a un sentiment de submersion migratoire. Mais là aussi, est-ce qu'il ne va pas dans cette direction que vous condamnez? Pardon, il y a un moment dans la vie politique, faire semblant de ne pas décrire ce que les gens ressentent, à tort ou à raison, c'est un autre sujet. Mais ne pas mettre des mots sur ce que ressentent les gens, c'est le premier défaut du monde politique, c'est de faire croire, quand tout va mal pour certains, de dire que tout va bien, de même que de dire on aurait résolu, on ne l'a jamais dit d'ailleurs en l'occurrence, les problèmes de santé quand vous avez des gens qui vous regardent, qui vous écoutent et qui disent mais moi j'ai pas de médecin traitant, mais moi j'ai pas accès à un spécialiste. Donc je trouve que mettre des mots sur les mots, MAUX, ça n'est pas une mauvaise chose et ça n'est pas une surenchère, parce que si nous ne prenons pas les mots de ce que ressentent les gens, à ce moment-là c'est les populistes et les démagogues qui s'en saisissent et qui le font à mauvais dessein. On le voit chaque jour presque, ce gouvernement de François Bayrou, il avance un peu sur un fil, sans majorité, il y a des fractures. À la rentrée, il va devoir s'attaquer à 40 milliards d'économies pour le prochain budget. Visiblement, Emmanuel Macron n'a pas renoncé à élargir sa coalition à une partie de la gauche. On a même vu cet appel lancé hier dans la presse par Roland Lescure, vice-président de l'Assemblée. Vous y croyez, vous, encore, à une possibilité d'alliance qui inclut une partie de la gauche? D'abord, je le souhaite, parce que je pense que nous avons besoin de rassembler les forces qui, au fond, dans leur histoire, à droite et à gauche, ont fait preuve de responsabilité. Parce que nous sommes face à des défis qui vont demander que des gens de droite, de gauche et du centre prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas seulement Bayrou qui dit qu'il faut 40 milliards d'économies. Nous avons un sujet de dette qui est colossal. Nous avons une dette qui devient insupportable à financer, et insupportable pour financer, vous aviez un débat avant sur d'autres politiques, pour financer des politiques publiques. Parce que tout ce qu'on met pour rembourser la charge de la dette, c'est ce qu'on ne met pas pour les écoles, c'est ce qu'on ne met pas pour la santé, c'est ce qu'on ne met pas pour l'écologie. Et moi, je ne veux pas que nous soyons ceux qui, parce que nous aurions été lâches collectivement, et François Bayrou n'a pas l'intention de l'être, nous aurions laissé filer, et qu'à un moment, je vais vous dire, ce n'est pas nous qui serons maîtres du jeu, c'est ceux qui nous prêtent l'argent. Parce que le jour où quelqu'un nous dira « je ne vous prête plus », ou, plus probable, « je vous prête mais à très cher », à ce moment-là, il faudra qu'on revienne devant les Français en disant « on est désolé, on n'a pas été courageux, et maintenant il va falloir y aller beaucoup plus fort ». Une dernière question sur ce qui s'est produit à 2 reprises ces derniers jours à l'Assemblée. Votre propre camp a préféré renoncer au débat parlementaire plutôt que de subir l'obstruction d'une partie de la gauche. Alors, est-ce que l'ancien ministre des Relations avec le Parlement valide cette méthode, cette stratégie? Non, mais ce que je valide surtout pas, c'est ceux qui, d'abord pour les uns ou les autres, même sur des textes qu'ils votent, pratiquent des motions de rejet. Donc on parle à la fois de la loi du plomb sur la réintroduction des néonicotinoïdes la loi du plomb et la loi sur la 69. Deuxième élément, ça pour nos sur l'autoroute A69, si je prends que cet exemple, vous avez un groupe qui porte une motion de rejet disant qu'il veut débattre une fois que la motion de rejet est adoptée. Quelqu'un peut m'expliquer, si vous ne voulez pas de motion de rejet, vous ne présentez pas de motion de rejet. Bon, pour que les gens comprennent bien, la motion de rejet renvoie le texte en commission mixte paritaire. Ça veut dire que ça se traite entre 7 députés, 7 sénateurs, à huis clos. La Ve République est ainsi faite que 80% des textes... Il n'y a pas de débat à l'Assemblée. Est-ce que ça n'abîme pas le Parlement? 80% des textes votés, ou près de 80% sont des textes qui sont issus d'une commission mixte paritaire composée, on ne va pas découvrir aujourd'hui. À la suite d'un débat à l'Assemblée et au Sénat. Quand vous avez, quand vous avez des parlementaires qui déposent 3700 amendements, 3 semaines de débat pour un texte de 8 articles, dont je peux comprendre qu'il inquiète, qu'il interroge, qu'on puisse avoir envie de voter contre, c'est pas le sujet. Mais quand vous embouteillez comme ça, le texte sur la 69, sur un article, 700 amendements. 260 ou 80 recevables. Oui, qui avaient été déposés initialement, sur un article. Vous voyez dans quel monde on vit? On est en train d'organiser, c'est ce sur quoi j'alerte. Et moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on multiplie
les motions de rejet, mais je ne suis pas non plus, le vote sur les motions de rejet, mais je ne suis pas non plus favorable à ce qu'on embouteille le travail parlementaire. Nous avons un certain nombre de textes qui sont encarafés à l'Assemblée nationale, parce que le petit jeu du moment, c'est de faire enfler le nombre d'amendements. Et ça, c'est un problème. Merci beaucoup, Marc Fesneau, d'être venu sur le plateau de Ça vous regarde. On passe à notre grand angle à présent. On s'arrête ce soir sur ce coup de maître des services ukrainiens, l'opération Toile d'araignée et les enseignements qu'on peut en tirer. Alors comment quelques drones ont pu détruire un tiers de l'arsenal de bombardiers russes? On va en parler ce soir avec Elena Voloshin. Bonsoir. Bonsoir Clément. Vous êtes grand reporter, réalisatrice indépendante et vous avez signé cet ouvrage Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement. Et puis face à vous, le général Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Mais d'abord, alors de quoi parlons-nous exactement? On voit cela avec Maïté Frémont. Dans cette courte vidéo diffusée par les services de sécurité ukrainiens, le pont de Kerch explose, symbole de l'annexion russe de la Crimée, miné par les explosifs, comme un message des Ukrainiens à la Russie pour l'inciter à négocier. Ce sabotage arrive après la série d'attaques surprises menées par Kiev, l'opération baptisée Toile d'araignée. Dimanche, en utilisant de petits drones kamikazes dissimulés dans des containers, l'Ukraine frappe des bases militaires russes. Au total, 5 endroits stratégiques, parfois à plusieurs milliers de kilomètres du front. 41 avions russes seraient touchés, 34% des bombardiers stratégiques. Les dégâts estimés à 7 milliards de dollars. Une stratégie pour faire plier Poutine, assumée par Zelensky. Je tiens à remercier les services de sécurité ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette opération préparée pendant plus d'1 an et demi. La planification, l'organisation et tous les détails ont été parfaitement préparés. Je peux affirmer avec certitude qu'il s'agissait d'une opération vraiment unique. La veille, ce sont 2 trains en Russie qui déraillent après l'explosion de ponts. 7 personnes sont tuées. Moscou accuse l'Ukraine d'en être à l'origine. Tous les crimes commis à l'encontre de civils, notamment des femmes et des enfants, à la veille d'une nouvelle séance de pourparlers de paix, visent à perturber le processus de négociation. Alors l'opération ukrainienne est-elle un coup d'éclat ou un coup de maître? L'Ukraine serait-elle en train de damer le pion à la Russie? Général Trinquant, je reprends les chiffres qui étaient dans le sujet de Maïté Frémont. On parle de 41 avions de guerre détruits, 34% des bombardiers stratégiques pour 7 milliards de dollars de dégâts, tout ça avec quelques drones. Alors on est aussi dans une guerre de communication. Est-ce que ces chiffres ils sont fiables selon vous? Alors, tout n'est pas vérifié, hein, le montant, etc. Puis le montant, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand vous avez des avions qui ne sont pas réparables et qui ne pourront pas être remplacés, si vous voulez, ça peut coûter des milliards, c'est pas grave, ils ne sont pas remplaçables. Ce qu'il y a d'essentiel là-dedans, c'est de voir que la stratégie ukrainienne est une stratégie asymétrique. Alors expliquez-nous ça veut dire que précisément. sur le front, les combats sont très durs et l'avantage est plutôt à la Russie, même si elle n'avance pas beaucoup. Et donc, les Ukrainiens ont décidé de frapper ailleurs. Et donc, frappant ailleurs, on voit les ponts qui sont détruits. C'est la logistique russe qui va être impactée. C'est le pont de Kerch qui a été attaqué. Alors, on ne sait pas quels dommages ont été commis, mais ça peut provoquer une rupture dans les approvisionnements, en particulier en Crimée. Et puis, surtout, le coup magistral, c'est bien sûr le coup des drones qu'on voyait tout à l'heure. Moi, je trouve que ça s'apparente au coup du Mossad avec les beepers contre le Hezbollah. Vous voyez, oui. Une opération montée de très longue main et qui frappe au cœur du dispositif russe. Mais est-ce qu'on peut dire que l'Ukraine est en train de réinventer un peu la guerre moderne quand on voit la faiblesse des moyens mobilisés, c'est-à-dire que ça ne coûte pas grand-chose, ces drones, ces explosifs, et l'ampleur des dégâts produits? Non, mais on reprend ce que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, partant pour l'ambassade à Londres, a dit, il va falloir innover, il va falloir trouver d'autres moyens. Et c'est les autres moyens que trouve l'Ukraine. Au passage, pourquoi on frappe les vecteurs qui vont transporter des missiles plutôt que d'intercepter des missiles? Parce qu'intercepter des missiles, ça a beaucoup de munitions, puis on a quand même un pourcentage assez élevé de pertes. Alors que là, on touche directement les vecteurs qui vont envoyer les missiles, donc on réduit la capacité
des Russes de frapper les civils. C'est pour ça que quand M. Poutine dit que les Ukrainiens frappent les civils, il oublie un peu que lui, c'est son objet premier. Ça, c'est votre domaine, Elena Voloshin, la propagande russe. Vous avez écrit un bouquin là-dessus. On a vu que Vladimir Poutine a réagi aujourd'hui à l'attaque de ce pont en Crimée. Dites-moi si je me trompe, mais je ne l'ai pas entendu réagir sur la destruction de ces bombardiers russe. Comment vous l'interprétez, ce silence? Alors, il n'a pas réagi à l'attaque du pont de Crimée, il a réagi à l'attaque des ponts de Bryansk et de Koursk, qui là étaient vraiment des infrastructures civiles. Et la Russie met vraiment l'accent, et Vladimir Poutine, il n'a réagi qu'aujourd'hui, mais sa propagande, on en parle déjà depuis la nuit de samedi à dimanche, lorsque ça s'est produit. Ils mettent vraiment l'accent, surtout sur fond des pourparlers en Turquie, sur le fait que l'Ukraine est un État terroriste qui n'a qu'un seul but, c'est de terroriser les civils russes. Et ils insistent beaucoup sur le fait qu'il y aura des frappes de la vengeance uniquement contre des infrastructures militaires en Ukraine. Donc, étant donné que la Russie est toujours dans ce récit à l'envers, et effectivement, vous avez complètement raison lorsque vous dites il ne mentionne pas, en tout cas pas dans cette allocution-là, la réunion du cabinet des ministres en visio, il n'a pas mentionné l'attaque sur les aérodromes. Parce que ce serait reconnaître un revers trop important? Je pense, oui. Je pense. Souvent, il en parle. Alors, il y a eu un communiqué du ministère de la Défense qui a été lu par toutes les chaînes de télévision russes, mais extrêmement laconique. Il parle de quelques bombardiers détruits, là où l'Ukraine parle de 41 avions. La réalité est sans doute quelque part au milieu. Est-ce que les Russes, eux, ils savent aujourd'hui ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont des moyens de s'informer de façon indépendante encore? C'est une grande question. Si je réponds rapidement, ça va être compliqué. Mais, petite question. Très rapidement, le problème de l'accès à l'information des Russes n'est pas celui de est-ce qu'ils peuvent installer un VPN pour aller sur des sites d'opposition. Il est sur le fait qu'on est dans un espace du mythe et un récit qui ferme en fait les écoutilles des récepteurs. Ils ne sont pas réceptifs à ce genre à toute autre information qui provienne du monde réel, du monde des faits. On est vraiment dans un mythe et on s'informe, enfin en tout cas on reçoit de l'information ou de la propagande par les vecteurs classiques qui sont ceux de la dictature installée par Vladimir Poutine. Général Trinquant, du point de vue militaire, cette opération-là, elle peut avoir un réel effet? Ça peut modifier le rapport de force? Alors, modifier le rapport de force, je ne pense pas, mais je le disais tout à l'heure. Frapper, les Ukrainiens disent 30% du potentiel de frappe stratégique russe, c'est important parce que ça diminue la capacité de frapper sur l'Ukraine. Donc c'est important. Et ça le diminue dans la durée. Et c'est très difficile à percevoir parce que vous avez là-dedans des bombardiers stratégiques, mais aussi des avions de commandement. Or, les avions de commandement, c'est ceux qui permettent en particulier de définir les attaques ukrainiennes. Donc ça diminue la capacité russe de se défendre contre les attaques ukrainiennes. Donc c'est un plus. C'est surtout dans le bras de fer entre la Russie et l'Ukraine, aujourd'hui, le fait que les Russes ne veulent pas négocier, on l'a bien vu sur le mémorandum qui a été livré, eh bien, ils frappent l'Ukraine avant la négociation. Ça, M. Poutine oublie de le dire aussi. Il y a eu beaucoup de frappes en Ukraine avant. C'est pour faire fléchir l'Ukraine. Et l'Ukraine frappe pour dire nous, on n'est pas d'accord et on est capable de frapper également. Et visiblement, Donald Trump s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Et alors, le compte-rendu qu'il en fait, c'est la paix. Je résume, c'est pas pour maintenant parce que Vladimir Poutine, maintenant, il veut riposter à ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire que c'est une mauvaise nouvelle sur le front diplomatique. Donald Trump a une lecture extrêmement simpliste du conflit, mais il faut noter aussi que les Ukrainiens, c'est aussi un message qu'ils envoient aux Américains. Et il y a l'un des responsables ukrainiens qui l'a dit, on veut aussi montrer que l'Ukraine n'a pas perdu cette guerre, parce que Donald Trump, il a tendance à penser que de toute façon, les Ukrainiens sont perdants, qu'il ferait mieux de s'asseoir à la table des négociations, de répondre à l'exigence de Vladimir Poutine de mener des élections et de remplacer un président illégitime, etc. Non, les Ukrainiens, ils disent, avec ou sans vous, on est capable de se battre. Et ces deux actions, puisqu'il y en a deux, le pont de Kertch qui relie la Crimée annexée à la Russie, ça c'était vraiment un coup dur, non seulement symbolique, mais aussi stratégique, de relier physiquement cette péninsule annexée à la Russie par ce détroit. Eh bien, en frappant ce pont et en frappant en profondeur sur le sol russe, sur les bombardiers stratégiques, l'Ukraine mène en quelque sorte, une guerre partisane. Et le message qu'envoient les Ukrainiens aussi, c'est on peut vous frapper au cœur et on a des alliés, on a des soutiens chez vous en Russie. Zelensky a souligné que le bureau, entre guillemets, l'office de préparation de cette opération était à 2 pas de la Loubianka, le siège du FSB à Moscou, hérité des services secrets soviétiques. C'est quand même extrêmement fort aussi, au-delà de l'aspect militaire en termes de message. Juste d'un mot, j'ai lu que les Ukrainiens n'avaient pas prévenu en amont les Américains de cette opération. Ils se méfient d'eux? Non, mais ils sont autonomes, ils défendent leur pays et ils ne sont pas très sûrs que les Américains veuillent les défendre.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Savourgarde pour nous éclairer un peu sur cette opération militaire ukrainienne. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bonne soirée et à demain.